Bonjour à tous, je suis Lorelai. Et moi, c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire L'éperon. Cette semaine, nous sommes partis à la rencontre de Mehdi Gedraoui. Et croyez-nous, ça n'a pas été si facile. Avant de le convaincre d'enregistrer cet épisode, nous avons dû négocier. Beaucoup. Mais quelle chance nous avons eue quand il a finalement accepté cette interview. Mehdi est journaliste de formation, d'équidia à Eurosport et désormais pour Cheval TV. Il met tout en œuvre pour se dessiner un avenir professionnel qui l'épanouit et qui lui permet d'allier ses deux passions, le cheval et le plongeon. Je vous laisserai découvrir ça au fur et à mesure de notre discussion. De la question de la médiatisation des sports équestres à ses plus beaux souvenirs de sport, Mehdi se dévoile à notre micro et pour notre plus grand bonheur. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Cette semaine, on s'associe une nouvelle fois à Equistro et j'ai un message pour vous. Souvenez-vous, dans l'introduction de notre épisode avec Maud Ligouza, on vous annonçait la sortie d'un nouveau produit de la gamme Equistro, le Flexadin Advanced. D'abord imaginé par les cavaliers et soigneurs, puis élaboré par les experts Equistro grâce à un processus de recherche et développement, cette gamme promet d'apporter un soutien mécanique et articulaire aux chevaux de sport. Le Flexadin Advanced contient du collagène de type 2 non dénaturé, de la Boswellia serrata et des acides gras oméga 3, connus pour leurs propriétés antioxydantes. La combinaison unique de ces ingrédients est conçue pour soutenir de façon durable vitalité et souplesse des articulations. En janvier, l'équipe Equistro avait eu la gentillesse de nous envoyer 2 seaux de Flexadin Advanced, un pour Cookie, la jument de Léa, et un pour Blérios. Ça fait donc 2 mois que mon cheval profite de sa cure. Et il faut que je vous dise que le Flexadin Advanced est bien testé et approuvé. Blérios est un grand cheval, 1m83, et à l'aube de sa 10e année, c'est une grosse mécanique qui n'est pas toujours très simple à actionner. J'arrive bientôt à la fin de cette cure de 60 jours et la différence est assez impressionnante. Après seulement quelques minutes de pas, il est disponible et il bouge correctement dès les premières foulées de trot. Alors comme moi et comme Mehdi qui est associé à Equistro et porte leur couleur depuis toujours, faites confiance à Equistro. Votre cheval vous remerciera. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Bonjour Mehdi. Bonjour Léa. Je ne peux pas commencer cette interview sans d'abord te dire un grand merci d'avoir finalement accepté d'échanger avec nous. Je le sais, tu ne souhaitais pas réellement te mettre en avant et ça n'a pas été si aisé de te convaincre. Petite pensée d'ailleurs pour Élise Maigret à qui nous disons un grand merci ouais. Pour ce petit coup de pouce. Moi aussi, je la remercie beaucoup. Ce qu'on va faire, Mehdi, c'est qu'on va discuter avec toi de ton parcours, de tes expériences, de nous aussi, si tu le souhaites, de nos parcours pour vraiment créer un échange. Est-ce que ça te convient, comme ça ? Allez. Donc, je vais pas commencer. Mais je me réserve le droit de tout arrêter. Ok. Cet épisode ne sera peut-être pas diffusé. Je vais pas commencer par faire ta biographie. Je vais juste commencer en te demandant de nous raconter qui tu es et d'où tu viens, puisque en fait tout le monde te connaît, mais personne ne te connaît vraiment, je crois. Oui, alors tout le monde me connaît, j'en suis pas si sûr. Qui je suis ? Je suis un journaliste cavalier. Passionné par ce milieu du cheval, de l'équitation, surtout du sport, mais pas que. Passionné par plein d'autres choses, et c'est important d'avoir cet équilibre dans la vie. De 36 ans, avec un métissage, puisque mon papa était marocain, ma maman est française. Mais j'ai toujours grandi à la mode européenne. Et je suis proche des chevaux, parce que ma maman était cavalière. Mais pas du tout professionnelle et du coup voilà, elle m'a transmis le virus si on veut parler de cette passion du cheval. Quand j'avais 2 ans, elle m'a mis sur un poney et j'ai jamais voulu en descendre, donc à 3 ans, voilà, 3 ans et demi, je suis arrivé dans mon premier centre équestre à côté de Lille et voilà, à 36 ans je suis toujours à cheval ou à côté des chevaux. Oui, d'ailleurs, tu nous disais hier, donc on sait qu'on est un peu en train de bouleverser ton planning, puisque là, ce matin, tu étais censé aller monter ton cheval. Tu as toujours réussi à monter à cheval quand tu as fait tes études, quand maintenant, tu as un métier extrêmement prenant, avec beaucoup de déplacements. Tu montes encore à cheval régulièrement, c'est quelque chose qui est important pour toi ? Alors, je monte aujourd'hui régulièrement. J'ai un parcours de cavalier qui est vraiment très classique. J'étais cavalier de club jusqu'à mes 17 ans. J'ai économisé beaucoup d'argent
à cette époque-là et par rapport à mon âge, pour acheter ma première jument qui était un petit peu sortie d'un pré dans les Ardennes quand j'avais 17 ans. Mais c'était vraiment le but d'avoir un cheval à moi. Mais je me suis formé en club et c'était très très bien. Et aujourd'hui, j'arrive à monter à cheval. J'ai eu un break quand même pendant 5 ans ou 6 ans. J'ai arrêté de monter. J'ai mis cette jument-là à la retraite, même si elle était jeune, au moment où j'ai commencé à travailler en fait. Parce que pendant mes études, j'ai quand même réussi à la garder, tout en travaillant à côté, en faisant des petits boulots, pour pouvoir payer la pension. Et puis, et j'ai arrêté quand j'ai commencé à travailler, parce que j'ai beaucoup bougé, en fait. Géographiquement, je suis parti aux Antilles, je suis parti quelques mois en Guadeloupe. Après, je suis parti 1 an à Toulouse, je suis parti en Normandie. Et la logistique, emmener le cheval avec moi, en Guadeloupe, c'était évidemment pas possible, même à Toulouse, après en Normandie. Ça faisait beaucoup trop et je voulais me concentrer un petit peu sur le début de ma carrière professionnelle aussi, bien faire les choses. Donc j'ai pris le temps de me lancer dans l'élevage et de faire naître un seul poulain, ce que je ne referai plus jamais. Je dois bien l'avouer. Donc j'ai quand même fait une pause parce que c'est un métier qui au départ est prenant et aujourd'hui je mets un point d'honneur à me laisser du temps, à aller monter mon cheval. Je vis à Paris. Mon cheval est dans une super écurie depuis très longtemps. Je suis toujours dans la même écurie en région parisienne, à Arbonne-la-Forêt, chez Sylvie Parot et Pierre Breton, qui sont des vrais amis, qui s'occupent très bien de lui. Et aujourd'hui, c'est ma bouffée d'oxygène. Ça t'a manqué durant toutes ces années de ne pas monter à cheval Énormément. C'est quelque chose qui est viscéral, en fait. C'était très dur, mais après, voilà, je viens d'un milieu, on va dire modeste, ou en tout cas de classe sociale, d'un milieu modeste. Ma mère est prof, et on n'a jamais eu beaucoup d'argent à mettre dans les chevaux. Ma mère s'est sacrifiée quand j'étais gamin, donc je savais aussi la valeur de l'argent, la valeur de ce sport, ce que ça coûte. Avoir un cheval, ça coûte aujourd'hui, on va pas se mentir, et je n'avais pas les moyens. Non plus, donc je me suis dit sois raisonnable, tu remonteras un jour. C'est l'avantage de ce sport, c'est qu'on peut le faire aussi plus vieux, on peut mûrir, donc c'est bien. Finalement ça m'a peut-être permis de mûrir et de prendre encore plus de plaisir aujourd'hui avec mon cheval. Et aujourd'hui tu travailles dans ce milieu-là puisque tu es journaliste dans la filière. Tu ne te verrais pas sans doute travailler dans le milieu et ne pas monter à cheval? C'était vraiment important pour toi d'allier ta passion à ton métier? Disons que c'est deux choses après différentes. J'ai travaillé sans monter à cheval. Alors à l'époque, je faisais plus de radio, j'étais plus sur des sujets généralistes, que ce soit politiques, sociaux, des sujets sociétaux, des sujets sur l'éducation. J'ai voyagé, c'était vraiment très très chouette. Je ne sais pas si le fait d'être journaliste dans le monde du cheval a un rapport avec le fait qu'il faille que je monte à cheval. Voilà, c'est deux choses que j'essaye de séparer un peu. Et même d'ailleurs quand je viens en concours, on est ici au Mans sur les finales du Grand National. J'étais là pour travailler. Je l'ai fait une fois, emmener mon cheval en concours avec des épreuves à commenter dans le week-end, et c'était pas un bon souvenir. C'était au Master Pro à Fontainebleau. Et parce que j'allais commenter derrière la grande finale des Pro Élites, et moi mon épreuve avait été décalée sur une autre piste, et du coup il fallait que je passe en numéro 1 pour vite aller me changer après, etc. Et c'était pas du tout un bon souvenir, donc j'essaye vraiment de faire les deux. Et même dans mon comportement en fait, ici je côtoie du monde, mais quand je vais monter mon cheval, je suis avec ma petite équipe, des écuries, faire mon petit concours, faire mes petites épreuves, et voilà, j'essaye de vraiment séparer les choses. Vie privée, vie professionnelle, c'est bien. Je vais faire l'analogie avec en t'écoutant, ça me fait penser à une expérience que j'ai eue, et je vais faire l'analogie du coup entre mon expérience et la tienne. Tu vas me dire si tu as ressenti la même chose. Moi, j'ai toujours monté à cheval, un peu comme toi, je crois, et j'ai fait un micro-break de quelques mois quand je suis partie vivre aux États-Unis. En fait, j'allais monter à cheval parce qu'il faut monter à cheval, parce que moi je suis née dans une famille de cavaliers et il faut tous les jours aller monter à cheval. Au bout d'un moment, on se pose même pas la question de savoir si est-ce que vraiment j'en ai envie ou est-ce que c'est juste parce que le cheval est dans le box et de toute façon il faut bien y aller. Le fait de faire une pause
je trouve que quand on revient dans le secteur, dans le milieu derrière, on sait vraiment déjà ce que ça nous coûte de ne pas monter à cheval et que en fait on a envie de le faire, qu'on a envie de faire les sacrifices et les compromis qui vont avec. Chose qu'on ne s'était peut-être pas forcément posée comme question juste avant, quoi. Oui, alors c'est encore une fois, moi je viens pas d'une famille de cavaliers, donc ça a toujours été une passion et il y a jamais eu de contrainte en fait. Je me suis jamais mis de contrainte à dire il faut sortir le cheval ou même si parfois on est bien d'accord, hein, le dimanche matin je préférerais me lever à 10h et ne pas faire 1 heure de route pour aller de Paris à Fontainebleau, ou bien en semaine parfois quand tu mets 2 heures pour arriver à l'écurie. Tu pestes un peu dans ta voiture, on va pas se mentir, mais quand t'arrives, bon ben voilà, tu oublies le fait que tu es pesté parce que t'es bien avec ton cheval. Mais ouais, je crois que le fait d'arrêter, mais c'est un petit peu comme tout, le fait de faire une pause, ça veut dire qu'on prend du recul en fait. On regarde les choses avec un petit peu plus de hauteur et on se demande si on a vraiment envie de le faire. Et moi, c'est mon cas. Bon, Mehdi, on a dit qu'on parlerait de toi. Mais pas trop. Pas trop, toi, mais pas trop. Celle-là, c'est déjà mal parti. Je crois que t'as été pris dans un guet-apens. Ouais. Et tu as une deuxième passion. Oui. Qui n'est... J'en ai plein. T'en as plein, ok. Mais tu pratiques un autre sport, alors, disons, qui est le plongeon. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Tu pratiques à bon niveau et t'arrives à jongler l'un et l'autre et vivre en même temps ton métier de journaliste. Est-ce que tu es complètement épanoui avec ces deux sports-là, ces deux passions? Ou est-ce que je cherche à en faire toujours plus? Et comment fais-tu pour équilibrer tout ça, surtout? Oui, je suis complètement épanoui. Alors, c'est assez drôle le fait d'être arrivé dans ce sport, dans le plongeon. C'est complètement différent. C'est un monde complètement différent. C'est un sport qui est très peu pratiqué en France. Il y a très peu de clubs, il y a très peu de piscines, il y a très peu d'entraîneurs. J'en avais fait un tout petit peu quand j'étais petit. J'avais été un petit peu initié à ça. Et comment? Pourquoi? Parce que j'allais à la piscine comme plein d'enfants, la piscine municipale, et que dans cette piscine il y avait des plongeoires, et que c'est vrai que je sais nager, hein, plutôt que de nager et de faire des longueurs, j'étais plutôt du genre à aller au plongeoir à 3 mètres, à 5 mètres et à faire des sauts, et voilà, j'ai toujours été plus acrobate qu'autre chose. J'ai pas fait de voltige d'ailleurs, c'est assez bizarre. J'aurais peut-être dû. On peut te donner le contact de Lambert. Je l'ai déjà. Non, et donc voilà, j'ai toujours été un peu acrobate. J'ai fait de la gymnastique quand j'étais petit. J'ai pas été diagnostiqué entre guillemets hyperactif, mais j'ai toujours fait du sport à côté du cheval. Ça veut dire que j'ai fait de la gym, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait un peu de natation. Je suis passé par plusieurs clubs sportifs, et tout en étant à l'école et en faisant du théâtre. Mais j'avais besoin d'avoir un emploi du temps très chargé. Je sais pas si j'ai des manques à combler. On n'est pas. Je vous rassure, pour ceux qui écoutent, je suis pas allongé sur un canapé. On n'est pas thérapeute. On n'est pas en séance de psy. Mais et donc non, j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses, parfois un peu trop. J'essaie de pas me perdre. Et du coup aujourd'hui, le plongeon, je l'ai retrouvé juste après les Jeux Olympiques de Londres. En fait, c'est l'époque où j'ai recommencé à monter à cheval après ma pause. Et en même temps, je me disais il faudrait quand même que je fasse du sport sur Paris. C'était une époque où j'avais envie de me dépenser un peu plus. J'étais resté un petit peu plus tranquille, plutôt voir les copains, fin d'études. Passer des soirées, etc. Et là, je m'étais dit non, il faut que je refasse du sport. Aller courir tout seul, j'avais un peu de mal à me mettre cette contrainte-là à l'époque. Maintenant, ça va mieux. Et je me suis dit, il faut que je trouve un club sportif, parce que j'ai besoin d'un encadrement. Et là, j'ai trouvé un club sportif à Paris, un club de plongeon. Et je me suis dit, banco, on y va, c'est parti. Et puis voilà, du coup, j'en fais pas en ce moment parce que les piscines sont fermées et ça me démange un peu. Mais sinon, j'essaye je vais à l'entraînement entre 5 et 6 heures par semaine. L'avantage, c'est que c'est à côté de Paris, donc c'est le soir, je peux y aller après le boulot. Voilà. Mais c'est une certaine rigueur, ouais. Il y a le cheval d'un côté, je vais plonger, je bosse, voilà. Et maintenant, on va parler de quand tu bosses, justement. Ouais, ça m'arrive. Journaliste. Du coup, tu le sais, hein, on t'a googlisé hier, on est arrivé sur ton LinkedIn. Oui, j'ai vu des notifications dans tous les sens, hein, donc c'est bien, vous avez bien travaillé. On a fait notre travail. On a vu un peu donc ton historique et l'historique de tes expériences.
Tu as travaillé pour plusieurs grands médias dans différents secteurs, pas que les sports équestres, sur des thématiques très variées. Beaucoup hors filière, d'ailleurs. Hors filière équestre, finalement, c'est peut-être une partie presque mineure, ou en tout cas, ça évolue, mais au départ, ça semble être presque mineur dans ton historique d'expérience. Est-ce que tu aimes le métier de journaliste avant d'aimer ton métier de journaliste sport équestre? Est-ce que c'est vraiment le journalisme qui t'a plu? Et du coup, comment est-ce que tu es arrivé de toutes ces expériences de secteurs et d'ambitions complètement diverses à retrouver le cheval par le journalisme? C'est assez particulier. Alors d'abord, oui, très clairement, j'aime le journalisme avant d'aimer le journalisme spécialisé. Le fait est que j'aime la filière, j'aime le sport, j'aime l'équitation, donc ça se goupille bien. Mais avant tout, je suis journaliste. Je mets un point d'honneur à ça. J'ai eu des gens qui m'ont appris ce métier, que ce soit à l'école et surtout sur le terrain. J'ai travaillé avec des gens passionnants qui m'ont formé et aujourd'hui, quand on est journaliste, on est curieux. Ça veut dire qu'on a envie d'être la passerelle entre la personne qui est intéressante, que l'on va voir, et les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs. Donc j'ai toujours été curieux et c'est ça qui me plaît en fait. C'est que j'apprends des choses tous les jours. Même si aujourd'hui je travaille plus dans la filière équestre et que du coup on peut avoir tendance à trouver que parfois ça tourne en rond. Un concours hippique, c'est un concours hippique. À part le gagnant qui change, on reste avec les mêmes règles, donc on connaît. Mais quand même, il y a toujours des histoires à raconter. Il faut toujours aller poser des questions aux gens. Il faut travailler. Mais c'est avant tout cette curiosité et le contact avec les gens. Donc ça, c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me plaît dans ce métier. Le jour où on arrête d'être curieux, il faut arrêter. Ça, c'est sûr. Et après, sur le parcours vraiment différent, mais ça me plaît aussi en fait. Et aujourd'hui, je me vois encore bien faire complètement autre chose. Et d'ailleurs, c'est pas je me vois bien, c'est que même j'ai cherché à faire d'autres choses. Je suis arrivé dans ce métier quand j'étais encore étudiant. Parce que pour tout vous dire, au début, un peu comme beaucoup de gens, j'aimais tellement les chevaux que je me disais, je vais en faire mon métier. J'aimais plein d'autres choses, mais j'ai quand même testé, puis je me suis cassé les dents. C'était la première fois où vraiment je me cassais les dents, et j'ai tenté de rentrer à Saumur, sur la formation initiale, post-bac, qui menait à l'instructorat avec la licence. Et moi, je suis arrivé là, un peu la fleur au fusil, avec ma jument que je venais d'acheter, qui n'était pas encore très très bien dressée. Et j'arrive au Cadre Noir et à l'ENE, avec beaucoup de gens qui étaient fils de pro, ou filles de pro. Et déjà ça partait mal, parce que pour la petite histoire, première épreuve de ce test pour entrer, il faut déjà juste présenter son cheval en main. Parce que moi, évidemment, j'avais jamais fait, alors qu'il y a plein de gens qui avaient déjà fait un peu d'internationaux, ou ce genre de choses. Et là, je me rends compte qu'en fait, il fallait venir en tenue, mais en tenue de concours. Il est arrivé en jogging avec des baskets. Non, mais j'avais évidemment mon pantalon d'équitation, mais j'avais un pantalon noir, j'avais une chemisette, et j'étais pas très fashion à l'époque, ça c'est sûr. Une chemisette un peu violette, bizarre. Et du coup, ma mère m'avait accompagné avec son compagnon et une autre amie de la famille. Et cette amie de la famille a filé chez Decathlon, qui était le seul magasin qu'on connaissait, nous, qui pouvait être pas trop loin. Elle m'a ramené une veste qui était 2 fois trop grande, une veste de concours, un pantalon blanc qui n'était pas du tout à ma taille, et puis je me suis dit, tant pis, vaille que vaille, quoi. Et puis je savais pas très bien natter à l'époque, et donc, ça ressemblait à rien. Donc c'était pas une bonne expérience. Mais bref, pour dire que j'ai quand même voulu, avant tout, quand même bosser dans les chevaux. Et puis bon, c'était un petit coup dur, mais c'est pas grave, je suis allé à la fac. J'étais tiraillé entre les chevaux, le journalisme, parce que j'étais passionné de médias, de radio et de journaux, principalement à l'époque, et de théâtre. Donc j'avais un peu, je me laissais un peu les portes ouvertes. Je suis allé à la fac, j'ai quand même passé une licence dans les métiers du sport, en management du sport, ce qui m'a permis de passer mon monitorat.
Et à ce moment-là, j'ai adoré enseigner à certains publics. J'ai pris beaucoup de plaisir avec certains de mes élèves, mais je sentais que j'étais pas du tout fait pour tous les publics et que c'était pas la façon dont on demande d'enseigner aujourd'hui, ça me correspondait pas. Donc c'était un bagage supplémentaire, mais je me suis dit non. Et donc là, j'ai décidé de faire du journalisme. Et donc j'ai commencé à piger un petit peu dans les pages du journal Le Cheval, qui à l'époque était régional vraiment. Je pigeais pour les pages en Île-de-France, puisque j'étais là-bas. Cheval Junior à l'époque, qui devait être un des titres de cheval pratique. Donc je faisais des piges tout en étant étudiant. Et puis j'ai fait des stages, mais mon premier stage je l'ai fait à France Télévisions. Je l'ai pas fait dans un média équestre. Je voulais voir autre chose. Je voulais sortir aussi un petit peu d'une zone de confort et tout de suite me mettre un petit peu dans le grand bain pour voir. Et ça a été des expériences super. Après j'ai fait un stage quand même chez Equidia, mais ce qui m'a vraiment formé, très clairement, c'est après mon alternance entre l'école supérieure de journalisme de Lille et Radio France. Ça a été le lancement de cette petite carrière que je fais pour l'instant. Tu peux quand même revenir, parce que je pense que ça peut être intéressant, sur ce que tu as fait entre France Télévisions, Equidia et aujourd'hui Cheval TV. Ouais, donc France Télévisions, c'était un stage de vidéo, mais qui était plus finalement dans la communication interne de l'entreprise. Donc en fait, on faisait des sujets avec les gens qui travaillent au sein de France Télévisions. Donc moi, c'était bien parce que du coup, j'apprenais à faire un petit peu de la télé, j'ai appris à faire un peu d'image, et puis j'ai appris à monter des sujets vidéo sans m'exposer et les passer tout de suite aussi à l'antenne. Donc c'était une bonne école. Ensuite, donc le stage à Equidia, Radio France. Radio France, c'était génial parce que vraiment ils m'ont laissé tout faire. J'ai fait un an. Ma première année d'alternance, elle s'est passée au Move, qui était la radio jeune de Radio France, qui est complètement changée aujourd'hui. Maintenant, c'est beaucoup plus rap. À l'époque, c'était très rock et très jeune public, jeune entre 18 et 35 ans. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec une rédactrice en chef, Isabelle Delaude, qui était extraordinaire, puisqu'elle m'a vraiment pris sous son aile et puis elle m'a appris tout ce que j'avais à apprendre à la radio à ce moment-là. Après, je suis parti en Normandie pour faire de la locale, ce qu'on appelle. Donc là, j'étais à France Bleu, à Caen, avec un super head chef aussi, et une super équipe. Et là, on est plus sur le terrain, on va plus voir les gens. Et c'est là où on se dit, ok, donc là, le contact avec les gens, c'est important. Et puis tous les sujets, en fait, parce qu'en local, on traite de tout. On n'est pas spécialisé du tout. On va faire le conseil municipal comme un problème de faits divers, comme donc on peut aller au tribunal, on va faire les marchés, on va voir, il y a plein de choses très très différentes et ça c'est bien parce que ça permet de prendre un petit peu confiance en soi aussi. Et ensuite je suis passé à France Bleu, mais à la rédaction nationale à Paris, là uniquement pour faire de la présentation. Et je suis resté à Radio France après l'alternance pour ce qu'on appelle le planning. Et là, en fait, c'est des contrats en CDD. Quand on est jeune journaliste, on enchaîne les contrats en CDD et on nous envoie là où on a besoin de monde. C'est-à-dire que tu peux faire une semaine à Guéret, dans la Creuse, puis 3 mois à Strasbourg, puis 2 semaines à Bayonne, puis voilà, on est mobile. Et bon, en même temps, cette période-là, il n'y avait pas trop de contrats, je me souviens. Et voilà, moi j'avais quand même mon appartement à Paris, il fallait quand même, je pouvais pas attendre que d'avoir des contrats à Radio France. Et sur Equidia, il y avait une émission qui s'appelait Jump à l'époque, qui passait tous les lundis soirs, et Jean-Baptiste Marteau, qui maintenant qui est passé par Equidia et qui est maintenant sur France 2, une des grandes stars de France 2, qui est un copain. Et bien, lui était le chroniqueur de cette émission-là, mais partait. Donc il cherchait un chroniqueur. Et puis, je suis rentré dans l'aventure un petit peu comme ça. Donc cumuler radio et cette chronique sur Equidia. Au début, j'étais tout timide face à la présentatrice à donner les résultats du week-end et les rendez-vous de la semaine d'après. Voilà, puis j'ai progressé petit à petit. Je me suis pas lancé dans le grand bain tout de suite. C'est important aussi d'y aller progressivement et de surtout pas croire qu'on a des ailes trop grandes,
parce que sinon c'est sûr qu'elles sont brûlées très vite. Et après, en fait, j'ai toujours vogué un peu entre le cheval et pas le cheval. Voilà, parce que je voulais faire d'autres choses. Donc j'ai travaillé sur le 107.7, les radios d'autoroute, tout en faisant des chroniques sur Equidia. Et puis voilà, on a avancé comme ça au fur et à mesure. Mais c'était bien de faire les deux, de pas s'enfermer dans un milieu et de rester curieux en fait, de rester toujours cette curiosité d'aller voir ailleurs, de parler d'autres choses et de revenir dans ce qu'on aime, c'est-à-dire les chevaux. On fait une très courte pause et on en profite pour remercier les auditeurs qui ont déjà rejoint le club I Am an Equestrian. En plus de pouvoir écouter nos épisodes en avance, ces membres discutent et échangent avec nous sur le groupe WhatsApp privé que nous avons créé. Ils ont aussi reçu notre toute première newsletter qui rassemble nos inspirations, nos lectures, mais aussi notre mood du moment, puisque pour l'occasion, Léa s'est armée de sa plus belle plume et a partagé quelques-unes de ses réflexions du moment dans un billet d'humeur. Alors, si vous aussi vous avez envie de recevoir du contenu exclusif, des codes promo, des infos, ou tout simplement si vous aussi vous vous sentez très I Am an Equestrian, rejoignez le club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse vous replonger dans l'histoire de Mehdi Gedraoui et surtout n'oubliez pas, si cet épisode vous plaît, de nous le dire en message privé ou mieux encore, en commentaire sous le post associé à cet épisode. Récemment, tu as travaillé donc pour la semaine du digital. Tu allais faire plusieurs tournages chez des cavaliers, chez des personnalités du milieu. On en parlait hier soir quand on t'a croisé avec Élise, qu'on essayait de te convaincre de faire cette interview. D'ailleurs, je vais y aller, je crois. C'est bon, Tu nous disais que tu adorais ça, aller faire des tournages, que c'était vraiment ce que t'aimais faire, aller à la rencontre des passionnés, découvrir leur environnement de travail, leur milieu, etc. Qu'est-ce qui te plaît vraiment particulièrement quand tu pars en tournage comme ça ? Ce que j'aime particulièrement dans ces moments-là, c'est qu'on a du temps. On a plus de temps parce qu'aller voir les cavaliers ou les acteurs de la filière ou les sportifs de manière générale, pendant une compétition, ils n'ont pas le temps. Ils sont dans leur compétition, ils pensent déjà à leur Grand Prix, ils ont leurs chevaux à monter le matin, ils doivent checker que tout va bien. Enfin voilà, ils sont là pour la compète. Ils sont pas là pour te consacrer du temps. Donc à la limite, on a toujours réussi à faire des petites émissions, à faire des interviews quand on est en concours, mais on sent bien que c'est pas le moment. Ils sont pas là pour nous donner quelque chose, donc on va un petit peu vite. Et puis nous-mêmes parfois on va pas au fond des choses parce qu'on n'a pas le temps non plus. Donc on fait des interviews qui sont parfois un peu superflues. On va pas se mentir, il y a des choses qui sont pas du tout intéressantes. Donc ça les met pas forcément eux en avant. Et puis nous, ça nous dessert un peu parce qu'à la fin, on se dit c'est bien beau une interview de sortie de piste, mais pourquoi vous avez fait 4 points ou pourquoi vous avez fait sans faute on n'est pas trop dans l'analyse, quoi. Donc aller chez eux, quand ils nous le permettent, quand ils nous donnent du temps, ça permet un échange, un vrai. C'est-à-dire de voir comment ça fonctionne chez eux, de les voir travailler. Même si on n'est pas toujours sur leur dos, d'ailleurs, parce que quand on va faire une interview chez Kevin Stott ou chez la famille Maigret pour voir comment s'organise leur journée, comment ça fonctionne chez eux. On n'est pas toujours, je suis pas toujours en train de tirer sur la manche de Kevin Stott en lui disant hey Kevin, là tu fais quoi ? Non, on observe, on regarde comment ça se passe, et ce qui permet après de préparer un échange avec lui et c'était vraiment très très bien, par exemple, parce que pour reprendre l'exemple de Kevin Stott sur cette semaine digitale, et pourtant j'en ai fait des interviews de Kevin Stott depuis quelques années, mais j'avais jamais eu cet échange devant une caméra, en tout cas avec lui, et ça montre que quand on prend le temps, quand on s'intéresse, quand on là aussi eux peuvent prendre le temps de le faire. Alors on le fera pas toutes les semaines parce qu'ils n'ont pas le temps c'est évident, mais j'espère qu'on peut apporter aussi du coup aux gens qui regardent une autre vision, un petit peu une autre vision de ce sport, et qu'on va un peu plus loin en fait. Et quand on a des cavaliers qui prennent le temps de nous raconter, c'est riche. C'est ça qui est passionnant. Et c'est beaucoup plus passionnant que de présenter une émission ou de faire une interview en 5 minutes. T'as connu une époque florissante de ce sport quand t'as travaillé notamment pour Equidia, où on retransmettait les Grands Prix tous les dimanches avec des magnifiques images dont les spectateurs pouvaient avoir accès.
Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas avec la disparition d'Equidia, la disparition d'RMC Sport. On a quand même des images. Il y a quand même des choses qui se passent. Et ça, c'est important. J'y viens. il faut penser au futur maintenant, mais on va en parler, c'est bien. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ça avec ton regard de journaliste et chez Cheval TV, notamment, qui retransmettent justement ces images-là? Oui, c'est vrai que, en fait, moi, j'ai jamais été affilié à un seul média, une seule chaîne. Je suis un petit peu l'électron libre on a essayé de monter des projets un peu à droite à gauche, parfois qui ont tenu, parfois qui n'ont pas tenu. Et moi, Equidia, je trouvais ça évidemment génial parce que je suivais. Moi, j'ai très très peu commenté sur Equidia. J'ai fait quelques émissions. J'ai beaucoup fait de reportages encore à l'époque pour des boîtes de production qui travaillaient pour Equidia. Et je me souviens, l'année de Rio, par exemple, moi je suis pas du tout parti à Rio, mais j'ai suivi les 3 équipes de France jusqu'à l'avion, jusqu'au décollage de l'avion. Je leur ai dit salut, mais c'était tout aussi bien finalement et que de commenter une épreuve, et voilà, parce que c'est plus ce que j'aime et c'est un petit peu plus dans mon ADN. Oui, Equidia, on est d'accord, manque aujourd'hui encore. Mais voilà, le contexte. Moi, j'étais pas de l'intérieur, hein, donc évidemment les gens que vous avez pu rencontrer, vous deux, les filles qui ont été à l'intérieur, vous ont certainement raconté des choses, etc. Moi, j'étais pas à l'intérieur. C'était peut-être un modèle qui était trop compliqué, ça demande beaucoup d'argent de produire des images, d'acheter des images. On ne se rend pas compte à quel point on dépense de l'argent pour diffuser ces images. Et notamment les circuits Coupe du Monde, Coupe des Nations, les championnats. C'est pas gratuit. Enfin, c'est pas parce qu'on s'appelle Equidia qu'on a les images comme ça le dimanche soir. Il faut les payer. La chaîne était gratuite. Donc évidemment, il y a le monde des courses, mais le monde des courses ne va pas bien et n'était pas là pour financer non plus les sports équestres. Parce que le monde des courses n'a pas comme ça de l'argent à sortir pour les amateurs de Grand Prix 5 étoiles. Ça marche pas comme ça. On a demandé à un moment donné, j'ai vu passer des choses où on disait mais la fédération pourrait aussi faire. C'est pas le rôle d'une fédération. C'est pas dans les statuts d'une fédération sportive nationale de diffuser et de produire non plus comme ça. Et après on a dit oui, mais alors du coup, est-ce que les gens étaient prêts à payer finalement 5 € par mois ou 10 € par mois? On ne sait pas, enfin, c'est aussi une somme en fait. On a tellement été habitué à ce que ce soit gratuit que dès qu'on demande 5 €, même si ce n'est que 5 €, tout le monde disait ouais, moi je veux bien donner, Bah oui, mais enfin, ça s'est pas fait, donc force est de constater que il fallait certainement trouver un autre modèle. RMC, moi pendant qu'il y avait RMC, j'étais sur un autre média et un autre grand média, parce que moi j'étais sur Eurosport. Et j'ai adoré cette période aussi, puisque sur Eurosport, il y avait une petite place pour l'équitation, mais cette place était sponsorisée. Ça veut dire qu'il y avait un partenaire qui donnait de l'argent tous les ans avec un contrat pour qu'il y ait de l'équitation qui soit diffusée. Alors on passait quelques programmes de la FEI, parce qu'il y avait un contrat avec la FEI, et après l'autre partenaire, c'était Longines, qui est l'un des gros sponsors des sports équestres. Eurosport, moi j'y suis entré en tant que pigiste, parce qu'il y avait une émission qui s'appelait à l'époque Horse Excellence, donc on faisait un peu de reportage, et puis on faisait des résumés de Grands Prix, etc., et je commentais quelques Grands Prix. Puis je suis arrivé au bout des piges et on m'a proposé un contrat d'1 an qui devait aller jusqu'aux Jeux de Tokyo. Et là, c'est pareil. On a pensé avec une équipe une nouvelle émission qui allait un peu plus, qui était beaucoup moins résumé sportif, etc. Parce qu'au bout d'un moment, les résumés sportifs, on les connaît, les résultats d'un Grand Prix. On n'a pas besoin de les voir en images, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, il a gagné. C'est dépassé, on fait plus ça, et il y a les réseaux sociaux pour ça, et voilà, une émission de télé 48 heures après, ça sert à rien. Donc on est plus parti dans du magazine, c'est-à-dire qu'on est allé faire des sujets de fond, et on a commencé à la tourner, cette émission, avec des équipes d'Eurosport,
Et c'était là aussi, on allait un peu plus dans le fond des choses. Et on avait tourné notamment une émission avec Brian Balziger. On a passé 2 jours chez lui, avec des images superbes qui sont encore... j'en ai gardé une partie dans mon ordinateur. Parfois, je les regarde et je me dis, c'est quand même dommage que cette émission n'ait pas vu le jour. Le Covid est arrivé. Et là, voilà, plus d'argent. Tous les sponsors arrêtent de donner de l'argent, etc. Bon, l'émission, elle ne sort pas. Parce que ça marche comme ça. C'est une industrie. Sans argent, pas de télé, pas d'image, ça coûte cher. Et donc il faut pas jeter la pierre à des médias qui disparaissent, qui essayent, qui font des choses. Et aujourd'hui, donc voilà, moi mon contrat avec Eurosport s'est arrêté. J'avais déjà collaboré avec Cheval TV et je m'entends très bien avec cette équipe et on continue d'avancer. Il y a des nouveaux projets. On parle pas mal en coulisses. Ça avance petit à petit parce que je crois que la force finalement d'un média comme Cheval TV, qui a pu être décrié, qui a pu en disant ah ouais vous avez commencé à montrer des 5 étoiles, etc. Puis après vous passez au national, etc. Parce qu'en fait ça marche comme ça marche si on n'a pas d'argent, on va pas en dépenser si on l'a pas. Donc ils ont décidé de faire des choses et c'est très intelligent. Ils font les choses petit à petit. Ils s'installent dans le paysage. Et puis on va avancer un peu. Aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en place et je vais pas faire une grande annonce à votre micro, mais je peux vous dire que dès l'année prochaine, ça va bouger. Est-ce qu'on peut être optimiste, du coup, nous en tant que passionnés, fervente défenseuse, consommatrice de Grand Prix, etc., sur l'avenir, sur les années à venir, en sachant que la FEI a aussi durci les droits d'accès au Grand Prix, on le sait. Est-ce que quand même, malgré ça, tu vas pouvoir nous dire, du coup, est-ce qu'on peut être optimiste ? Oui, bien sûr, parce que le système est un petit peu trop verrouillé aujourd'hui, que les organisateurs ont aussi leur mot à dire, que les organisateurs ont aussi envie d'être diffusés. Donc, je pense qu'on peut être optimiste. Alors, je vais pas tout dire maintenant, je peux pas parce que tout n'est pas fait et que j'ai jamais pris position et surtout, voilà, moi je reste à ma place de journaliste aussi. Ça veut dire que je suis pas le défenseur des sports équestres. Je fais mon métier, je fais ce que je peux. J'aimerais, moi aussi, qu'il y ait plus de médiatisation, qu'il y ait plus de sports équestres à la télé. J'aimerais qu'il y ait des jeunes journalistes aussi, comme moi, j'ai pu l'être, qui arrivent, les aider à les former, à monter des équipes. Ce serait génial, avec des nouvelles têtes. Aujourd'hui, voilà, il faut rester prudent, mais il faut être optimiste, parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Est-ce que tu as pu craindre, toi, en tant que journaliste, alors tu n'es pas un fervent défenseur des sports équestres, comme tu viens de le dire, mais... Alors, attention, c'est pas que je suis pas un fervent défenseur des sports équestres, c'est que je considère que... moi, Mehdi, je suis pas le fer de lance et c'est pas grâce à moi les sports équestres vont être sauvés, pas du tout. Enfin, je rentre pas du tout dans cette démarche-là. Je fais ce que je peux, j'essaye de bien faire les choses quand on peut les faire. Je suis ravi de faire partie de ces projets-là et j'en fais partie un peu en coulisses parce qu'on discute avec les équipes de Cheval TV ou bien et avec les médias avec lesquels j'ai pu collaborer. Évidemment, on n'attend pas que ça se passe et on se dit pas c'est bon, on est tranquille. Ben non, on le sait que il y a des choses à faire. Mais c'est pas moi qui aide la filière. On va pas se mentir. Je vais rester à ma place. Ce sera très bien. Est-ce que tu as pu craindre, notamment, je pense aux événements qui se sont produits l'année dernière lors des championnats d'Europe, avec la création et surtout les réclamations des mouvements animalistes qui sont apparus. Est-ce que tu as pu craindre parfois que les sports équestres, mais surtout l'équitation, ce sport, puisse disparaître du fait de l'utilisation du cheval ? Bien sûr, mais c'est une vraie question pour les mois à venir, en tout cas, et je pense que ça va être vraiment sur la table l'année prochaine, encore plus. Moi, on n'est jamais venu me jeter des cailloux au poste de commentateur, je vous rassure. Évidemment que ces images à Rotterdam,
avec cette jeune demoiselle qui court sur la piste au moment où un cheval est en train de sauter sa finale, ça reste. Mais j'ai pas l'impression que ça reste tant que ça, en fait. C'est très bizarre. Je me suis dit, cette image, elle va marquer. Bon, en même temps, on a été rattrapé cette année par la crise du Covid, etc. Donc ça prend un petit peu plus de... ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais oui, bien sûr que ça va arriver. Mais je pense qu'au-delà de la compétition, c'est ce que tu disais dans ta question, c'est vraiment... Finalement, la vraie question aujourd'hui, c'est pas la compétition, c'est le fait de monter à cheval, le fait d'utiliser le cheval. Est-ce qu'un cheval n'est pas mieux, c'est sûr, dans un pré, à vivre sa vie voilà, le fait est que le cheval a été un cheval d'armes militaire, après un cheval de travail, après on est arrivé dans le sport. Pour moi, le cheval n'est pas un animal de compagnie. Voilà. C'est clair et net. C'est pas, on ne le met pas sur son canapé, on le met pas. J'adore mon cheval, j'adore les chevaux, mais c'est pas un animal de compagnie. Je respecte mon cheval, j'aime mon cheval, mais et j'estime que quand je le vois hennir pour monter dans le camion, pour aller en concours, quand à la maison il prend de l'âge, moi je saute très très peu. Les autres cavaliers des écuries sautent, enfin voilà, prennent un cours, ils sautent. Mon cheval, dès qu'il entend une barre qui monte sur un taquet, il est comme ça, très électrique, et il se dit moi aussi. Je pense qu'il est pas malheureux. Après, je pense qu'il va falloir qu'on discute avec ces gens-là, qu'on les prenne, qu'on les considère, qu'on leur explique, qu'on leur montre. Il y a des pratiques abusives aujourd'hui dans le monde du cheval. Très très clairement, et à plein de niveaux très différents, bas niveau, haut niveau, et il faut les condamner, ça c'est sûr. Après voilà, je pense que c'est des gens qu'il faut amener dans notre milieu, leur ouvrir les portes. Je crois que ça s'est fait en Suisse notamment, où on les a emmenés à l'entraînement de cavaliers pour déjà qu'ils puissent voir les choses. Je pense que si on reste cloisonnés chacun de notre côté à débattre sur les réseaux sociaux, c'est stérile. Voilà. Alors du coup, j'ai 2 questions. Tu vas me dire celle à laquelle tu veux répondre en premier. C'est une question qu'on avait prévue aussi, et je rebondis. Enfin, ça me rappelle à cette question parce que tu viens d'en parler. Tu parles des dérives. Mm-hmm. Est-ce que quand on est journaliste, comme tu l'es, immergé à l'intérieur, est-ce qu'on peut perdre cette part d'émerveillement un peu naïve, un peu innocente qu'on a, tu sais, quand on est le grand public, qu'on allume le Grand Prix, qu'on regarde les chevaux sauter, qu'on se dit mais c'est incroyable, c'est merveilleux, j'aime tous ces cavaliers-là. Est-ce que ça on le perd ? Non, il faut pas le perdre. Alors après, je vous avoue, j'ai pas le même émerveillement face à tous les cavaliers. Bien sûr. Voilà, ça c'est clair et net. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des choses qui doivent se sentir. J'ai des frissons, je peux avoir la voix qui tremble quand je vois un parcours magnifique, un cheval extraordinaire, un cavalier que j'admire, une performance, un barrage complètement dingue. Donc non, ça se perd pas du tout. Après, je prends pas le même, c'est pas le même plaisir, j'ai pas les mêmes yeux sur toutes les compétitions, ça c'est sûr. Commenter, le rêve ce serait de commenter la finale olympique ou de ça évidemment. Et là on le perd pas cet émerveillement. Il faut surtout pas le perdre parce que ça reste du sport incroyable, ça reste des performances incroyables. Et on est comme vous, on voit les images, on voit l'émotion, on voit je passais pour une midinette, mais moi, le sport me fait très vite monter la larme à l'œil. J'adore regarder les Jeux Olympiques, mais tous les sports, parce que la performance, quand on sait ce que c'est, que le travail accompli, voilà, c'est incroyable. Donc oui, je peux chialer devant des Jeux Olympiques, clairement. Donc non, clairement, il faut surtout pas perdre cet émerveillement. Après, oui, on les voit travailler, on les voit. Ils ont tous leurs petites méthodes, leurs petits trucs. Et puis, faut pas croire que il se passe des choses incroyables en coulisses partout. Il y a des choses qui sont pas bien. On le sait. On va pas se mentir.
Après, nous, notre rôle de journaliste, voilà, c'est de garder quand même ces moments les plus forts et de faire vivre ça le mieux possible. Du coup, ça m'amène à ma seconde question. Tu parlais d'ouvrir les portes. On discutait, alors je ne sais pas quand il va être sorti, peu importe, on discutait hier avec Isabelle Judet pour un autre enregistrement, qui nous disait pire que des portes de manège fermées où on ne sait pas ce qui se passe. Exactement, je suis entièrement d'accord. Est-ce que tu penses que, je vais parler des acteurs principaux, de ceux qui font de manière active, de manière pratique le sport, c'est-à-dire les cavaliers de haut niveau, est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à rentrer dans l'éducation, à ouvrir leurs portes au grand public, à donner un peu plus de transparence à ce public pour que l'opinion publique, en général, et pas que les amateurs de sport et pas que les cavaliers, renverse un peu la tendance ou les tendances animalistes en disant mais si, on peut continuer à monter à cheval et que ça se passe bien. C'est toujours un petit peu compliqué parce que si on parle des cavaliers de haut niveau, il faut pas oublier que les cavaliers, c'est des sportifs, évidemment, mais c'est aussi des gens qui doivent gérer leur écurie, une entreprise. C'est pas des athlètes qui ont 5 heures d'entraînement par jour et après qui peuvent avoir un métier à côté. Attention, c'est pas, je ne dénigre aucun sportif qui ne serait pas cavalier. Mais voilà, quand on voit la journée d'un cavalier quand il est dans ses écuries, et si en plus de ça il n'est pas en concours le week-end, il n'est pas forcément toute la semaine chez lui. C'est un peu compliqué. Après, des cavaliers le font, des cavaliers font des portes ouvertes, des cavaliers, alors peut-être moins en France, mais je me souviens d'être allé chez Ingrid Klimke en Allemagne, qui est une femme extraordinaire, qui ouvre les portes de ses écuries sur des journées portes ouvertes, qui montre comment ça se passe, qui prend le temps. Mais pour tout ça, il faut que ce soit un système extrêmement rodé, en fait. Il faut qu'ils aient une équipe autour d'eux, quelqu'un qui s'occupe de la communication, On peut pas tout leur demander non plus. Leur métier, c'est de monter à cheval, d'être performant, et parfois de gérer leur structure. Donc, si on commence à tout ouvrir, c'est comme si on ouvrait les portes de l'INSEP aujourd'hui. Et on disait, allez voir comment Teddy Riner s'entraîne tous les jours, etc. Il y a quand même un côté où on ne peut pas aller dans le fait de les déranger. Mais je suis d'accord, il faudrait qu'on ouvre un peu plus. Ce que dit Isabelle Judet, c'est vrai, ouvrir les portes d'un manège fermé, évidemment, on se demande ce qui se passe à l'intérieur. On est tous suspicieux et on sait tous que des dérives existent dans tous les milieux, dans toutes les disciplines. Et donc, du coup, évidemment, ça porte à se poser la question. Maintenant, oui, mais en tout cas, je pense que les cavaliers vont devoir apprendre à s'exprimer, à prendre la parole, à défendre leur sport. Je pense qu'il n'y a pas assez d'ambassadeurs aujourd'hui dans ce sport, que ce soit en France ou à l'international. Des gens qui défendent vraiment les valeurs, le sport, l'équitation, le bien-être du cheval aussi, parce qu'il existe dans les écuries de haut niveau. Et encore une fois, je me dis souvent que je préférerais être un cheval de Grand Prix 5 étoiles qu'un cheval de club. Je crois qu'on va bientôt arriver vers la fin de cette interview. Ouf. Non, je rigole, c'était sympa. Attends, c'est pas fini. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Est-ce que Mehdi, tu as un plan pour les 5-10 années à venir? Quels sont tes prochains challenges et tes prochains objectifs? Ouf, ça dépend à quel niveau. Tous. J'avoue que le moment actuel fait que c'est difficile de se projeter, vraiment. Et pourtant j'ai eu de la chance cette année parce que par rapport à beaucoup de mes confrères, j'ai pu rebondir. Certes, j'ai perdu un contrat, mais des anciens employeurs m'ont rappelé, j'ai pu retravailler, j'ai fait des projets qui étaient très chouettes. Donc dans une année compliquée, franchement, je ne suis pas du tout à plaindre et j'ai de la chance même. 2021, pour l'instant, voilà, là, je vous avoue que moi, c'est ma fin d'année. Je vais prendre quelques jours pour souffler. J'ai quelques petits projets qui sont en train de se monter pour des vidéos, avec des gens que j'ai rencontrés cette année.
Et je n'ai pas de grands projets pour l'instant, donc je sais pas, peut-être que vous voulez me prendre avec vous dans votre équipe. Et, Non mais sinon, on voulait surtout te proposer de nous prendre avec toi dans ton équipe. Alors, pour l'instant, je n'ai rien à vous proposer de très concret, mais comme je vous le disais, en fait, j'aimerais pouvoir derrière amener des nouvelles têtes dans ce milieu. J'aime bien transmettre des choses, j'aime bien former. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que de toute façon on ne peut pas les faire tout seul. Donc si les projets auxquels j'aspire se mettent en place petit à petit, parce que tout ne se fera pas dans un mois, je vous rappelle. On vient de nous tendre une perche, Marlène. Alors moi j'ai quand même une dernière question. Je voudrais que tu nous fasses rêver, que tu nous parles avec tes mots des émotions que tu as pu connaître sur un ou des événements ou des moments sportifs que tu as vécu et qui ont été peut-être, en tout cas qui sortent du lot, qui restent ancrés, qui restent gravés. Est-ce que tu as, hier, Isabelle Judet dans l'interview nous parlait de Totilas quand il a remporté la finale et de sa manière de sortir de piste acclamée. Est-ce que toi, il y a comme ça un moment qui reste ou quelques moments qui resteront gravés pour toi? Ouais, bien sûr. C'est un peu difficile. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est à chaque fois sur des championnats ou sur des événements majeurs. Parce que des grands prix, il y en a tous les ans, il y en a toutes les semaines, il y en a tous les ans au même endroit. Il y en a... Donc voilà, un vainqueur, on passe un autre. Je trouve qu'on a moins d'émotions. Sauf peut-être parfois sur les Coupes des Nations, parce que je tiens vraiment à cet esprit d'équipe. Mais le premier, je crois vraiment, et pourtant je suis cavalier de saut d'obstacle, mais ça va être un moment de dressage. Et c'était en 2006, ça commence à remonter déjà aux Jeux mondiaux. Totilas n'était pas encore là, mais pour moi la jument qui a vraiment transformé le dressage avant Totilas, c'est une jument qui s'appelait Matinée, une jument grise qui n'avait que 9 ans et qui était montée par un Danois, Andreas Elstrang, qui est aujourd'hui l'un des grands marchands de chevaux et un des grands professionnels de la discipline en Europe et dans le monde. Et cette jument avait un passage absolument magique. La reprise libre était en nocturne dans le stade d'Aix-la-Chapelle, donc pas sur le stade de dressage, mais il y avait le carré de dressage, le rectangle au milieu de cette grande étendue d'herbe, sous les projecteurs. Il y avait toute une espèce de petite bruine, il pleuvait un tout petit peu. Et sous les projecteurs, cette jument avait une expression qui était absolument magique. Et au moment où elle démarre, déjà, tout le monde était un peu ébahi parce qu'elle avait fait le Grand Prix, elle avait fait le spécial et on l'attendait en musique. Et dès que les premières notes de musique sont sorties, elle s'est encore plus exprimée. Ça reste pour moi une des premières images vraiment extrêmement marquantes. Et quand elle arrête sa reprise, le cavalier lâche ses rênes, l'arrêt final, et la jument lève un peu la tête et regarde un peu ce qui se passe autour d'elle, un peu comme une jeune actrice ou un jeune acteur qui découvrait les premiers applaudissements et qui comprend pas trop ce qui se passe, mais qui se dit ah bon, j'ai bien fait. Cette petite tête, cet œil, ces oreilles comme ça, c'était juste assez magique, clairement. Donc ça, c'est vraiment je pense la première image. Et après, s'il y en a une deuxième, bref, il y en a plein. On va pas tout raconter parce que ça va commencer à durer, mais c'était les Jeux de Londres, les Jeux Olympiques de Londres, mais pas une image en particulier, c'était plein d'images mélangées parce que nous on était sur place, mais moi je n'avais pas d'accréditation pour les Jeux de Londres, donc ça se passait dans le parc de Greenwich et nous on avait une émission par jour, mais on la tournait au pub qui était à l'entrée du parc parce que c'est là où du coup on guettait les cavaliers sortir du parc, etc. Et il y avait tous les supporters qui étaient là, donc on s'est dit bon, attends, voilà, on n'a pas d'accréditation mais on va quand même tourner une émission un petit peu off. Et là c'est cette ambiance de Jeux Olympiques en fait, tout simplement, qui était magique à Londres. Alors j'étais pas à Rio, je pense que c'était pas la même chose, avec le fait que ce soit un peu plus loin, le site équestre, un peu plus compliqué, les déplacements, etc. Là, on sortait du parc, on était au pub, les cavaliers venaient au pub, les fans étaient là, les bénévoles des jeux étaient là, et tout le monde se mélangeait là-dedans. C'était une espèce de grande fête tous les soirs.
Et parmi toutes les images, c'est quand les Anglais ont gagné, c'était absolument incroyable, évidemment. Et quand Steve a gagné, quand Steve Garda a gagné avec Nino, qu'il est sorti, avant d'aller même en conférence de presse, il est sorti parce qu'il voulait voir ses proches, parce que c'est très protocolaire, hein, donc. Et là, il voulait voir ses proches, il voulait voir ses fans, et c'est ça le sport en fait. C'est ça qu'on a envie de voir. C'est des vrais ambassadeurs, c'est des gens qui se battent pour leur sport, et j'espère que Tokyo, ça va être des jeux particuliers, mais j'espère qu'à Paris, on aura la chance de vivre ça, et qu'on aura la chance, nous, les amateurs et les passionnés de sports équestres, d'avoir des jeux qui vont faire rêver et qui vont remettre l'équitation au cœur du débat, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Mehdi, j'espère que ça n'a pas été trop dur. Non, ça va, on était bien installés. Merci beaucoup les filles. À bientôt. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire le débriefing de cette interview, à nous mettre une petite note sur Apple Podcast et à rejoindre notre club si vous souhaitez plus de contenu. Bonne journée et à bientôt.